Dans la majorité des affaires criminelles et des mystères, la solution est souvent l'une des plus évidentes. Mais il y a de nombreux cas où des rebondissements surviennent, que ce soit des coupables inattendus ou des motifs surprenants. Numéro 10. Lorsque 49 lingots d'or ont été volés à la monnaie de Perth, il n'a pas fallu longtemps à la police pour mettre 3 criminels derrière les barreaux pour ce crime. Des décennies plus tard, les hommes ont été innocentés par un aveu choquant. Le 22 juin 1982, 3 hommes ont appelé la monnaie de Perth pour commander de l'or. Ils se sont présentés comme Bob Fryer, Monsieur York et Monsieur Blackwood. Plus tard, 3 gardes sont venus à la monnaie en véhicule blindé pour récupérer les lingots. Tous ont payé par chèque d'une société de crédit immobilier et ont pu repartir avec l'or. Le lendemain, la monnaie a encaissé les chèques. C'est seulement à ce moment-là qu'ils ont découvert que les chèques avaient été volés et qu'il n'y avait pas d'argent. L'or valait environ 653 000 $ australiens à l'époque, soit environ 6,4 millions en valeur actuelle. La police était sous une énorme pression pour retrouver les responsables et récupérer les biens volés. Après plusieurs semaines, l'enquête s'est concentrée sur 3 frères, Ray, Peter et Brian Mickelberg. Peter fut le premier à être arrêté et interrogé. Selon lui, il a été agressé physiquement et maltraité par les policiers qui l'ont arrêté, mais il a refusé de signer toute confession. Cependant, la police a déclaré qu'il avait signé une confession impliquant aussi ses 2 frères. Les perquisitions chez les Mickelberg ont révélé de l'argent et de l'or cachés sous les planchers. Aucun de ces objets n'avait été volé à la monnaie, et les frères avaient des documents prouvant leur propriété légale, mais cela n'a pas suffi. La pièce à conviction principale provenait de l'un des chèques, sur lequel la police a relevé une empreinte digitale appartenant à Ray Mickelberg. Les 3 frères ont nié toute responsabilité dans le crime, mais en 1983, ils ont été reconnus coupables de cambriolage, d'incendie criminel et de fraude. Le fait qu'aucun d'eux ne révèle l'emplacement de l'or volé a incité le juge à leur infliger de lourdes peines allant de 12 à 20 ans de prison. Pendant 20 ans, les frères ont souvent fait appel de leur condamnation. Brian a eu un certain succès. Il n'a été condamné que pour certaines accusations, avec une peine réduite à moins d'1 an. Cependant, il est mort dans un accident d'avion peu après sa libération. Mais Ray et Peter n'ont pas réussi et sont restés derrière les barreaux. Un étrange rebondissement dans l'affaire est survenu en 1989. Un journaliste télé a reçu une barre d'or et une note affirmant que les Mickelberg sont innocents et croupissant en prison. Il a été confirmé que la barre venait du vol à la monnaie. 3 mois après, une plus grande partie de l'or manquant a été retrouvée avec une autre note déclarant que les frères avaient été piégés. Malgré cela, Ray et Peter sont restés en prison. Ce n'est qu'en 2002 que la vérité a été révélée. L'un des policiers qui les avait arrêtés, Tony Lewandowski, a avoué que les frères avaient en fait été piégés. Peter avait été agressé et la confession rédigée par les policiers l'ayant arrêté. Avec cet aveu, Ray et Peter ont finalement été libérés de prison et Brian a été innocenté à titre posthume. Ils ont reçu 500 000 $ en compensation, mais les véritables responsables du vol n'ont jamais été arrêtés et l'affaire reste officiellement non résolue. Numéro 9. En mai 1970, 2 femmes vivant en Ontario, au Canada, ont été attaquées à 13 jours d'intervalle. Toutes 2 infirmières, jeunes mères mariées à des enseignants, elles avaient été attaquées par la même personne. Près de 30 ans seront nécessaires avant que la personne responsable soit incarcérée. La première victime était Doreen Morby, qui a été attaquée à son domicile à Gormley le 6 mai 1970. À son retour du travail, son mari a trouvé le corps de Doreen sur le sol de la chambre. Elle avait été touchée à plusieurs reprises par des balles de calibre 22. Leur fils en bas âge se trouvait dans la pièce, mais il n'avait pas été blessé. L'affaire a choqué la communauté rurale où vivaient les Morby, mais les choses allaient empirer. 13 jours plus tard, quelqu'un a frappé à la porte d'Helen Ferguson qui vivait à Palgrave. Elle était chez elle en train de s'occuper de son fils de 9 ans qui était à la maison parce qu'il était malade et ne pouvait pas aller à l'école. Hélène a demandé à son fils de rester dans sa chambre car quelqu'un devait utiliser leur téléphone. Peu après, il a entendu des bruits semblables à des feux d'artifice et est descendu voir. Il a trouvé le corps d'Hélène au sol et a vu un homme inconnu quitter la maison. Les mêmes balles ont été retrouvées sur la scène et l'ADN a révélé que le même homme était responsable des 2 crimes. Une enquête approfondie a commencé. Le fils d'Hélène a aidé la police à établir un portrait robot, puis la police a fait du porte-à-porte pour chercher des pistes. Ils ont un moment pensé avoir trouvé le coupable. Cet homme réputé violent était interné en hôpital psychiatrique. Les attaques semblaient s'être arrêtées lorsqu'il a été admis,
et le crime ne semblait pas dépasser ses capacités. Le tribunal a estimé qu'il n'était pas apte à être jugé, l'affaire est donc restée non résolue. Des années plus tard, avec l'amélioration des techniques d'ADN, les preuves retrouvées sur la scène du crime ont été comparées à l'ADN du suspect. Et cela a confirmé que cet homme n'était pas responsable de la mort de Doreen ou d'Hélène. La prochaine avancée n'aura lieu qu'en 1999. Ronald Glenn West était un ancien policier qui avait participé à l'enquête initiale, mais qui avait quitté l'Ontario peu de temps après. À son retour, en 1995, il a commencé une série de vols à main armée qui ont finalement abouti à une peine de 8 ans de prison. En prison, sa famille a vendu sa maison. Pendant les rénovations, les nouveaux propriétaires ont trouvé quelque chose caché dans un mur de salle de bain. Ils ont trouvé des trophées pris aux victimes des vols commis par West. Ils ont aussi trouvé des documents sur une arme correspondant à celle des crimes de 1970. L'arme était assez rare pour attirer l'attention, poussant la police à enquêter davantage sur West. Après avoir vérifié son ancien planning, ils ont confirmé qu'il n'était pas de service lors du crime. D'anciens amis ont confirmé qu'il possédait une arme qui correspondait à celle utilisée. La police a obtenu l'ADN grâce à une lettre que West avait envoyée à son ex-femme depuis la prison. L'ADN correspondait et West a avoué les crimes, mettant ainsi fin à un mystère qui durait depuis des décennies. Numéro 8. Le 10 juin 2007, Amy Stout a appelé le 911 pour demander de l'aide pour son mari. Lorsque les secours sont arrivés, ils ont découvert que Bill Stout n'était plus en vie et la chronologie qu'Anne donnait ne correspondait pas. Ce qui paraissait d'abord simple est devenu étrange quand la police a étudié le mobile. Anne a d'abord déclaré avoir trouvé son mari en rentrant du shopping avec son jeune fils. Il avait une blessure par balle à la tête, mais l'arme était introuvable sur place. Selon Anne, il allait très bien quand elle est partie ce matin-là. Mais une autopsie a révélé que Bill était décédé bien avant le départ d'Anne pour faire les courses. Apparemment, quelqu'un l'avait attaqué pendant son sommeil cette nuit-là. Étant donné qu'Anne affirmait avoir dormi dans le même lit que lui, cela soulevait des questions sur sa version des faits. Leur fils a également confirmé qu'il n'avait pas vu son père depuis la veille. La balle utilisée dans le crime correspondait à celle qui aurait pu provenir de l'arme que possédait Bill. C'était une arme qui avait été déclarée disparue quelques jours plus tôt, mais lorsque la police a fouillé la maison de la famille Stout, ils ont trouvé l'arme cachée dans la sacoche de la moto de Bill, dans le garage du couple. Ils ont aussi trouvé dans le panier à linge un gant avec des résidus à l'extérieur, preuve qu'il a servi à tenir l'arme lors du tir. L'ADN d'Anne a été retrouvé à l'intérieur, ce qui a vite fait croire à une affaire réglée d'avance. La police a vite trouvé un mobile lors de son enquête. La famille Stout avait reçu d'innombrables emails d'une femme nommée Barbara Miller. Barbara était une ex-petite amie de Bill avec qui il avait récemment eu une brève liaison. Elle affirmait maintenant être enceinte de son enfant et harcelait Bill et la famille par email et lettres. Cela aurait poussé Anne à bout et l'aurait décidé à tuer son mari. Mais une analyse plus poussée des preuves numériques a révélé un rebondissement. Les adresses e-mail utilisées pour envoyer les messages au nom de Barbara Miller avaient été créées sur l'ordinateur d'Anne. Elle avait orchestré tout le harcèlement pour humilier Bill et essayait potentiellement de faire passer Barbara pour la véritable criminelle. Si une tentative de piéger l'autre femme a eu lieu, elle a échoué. Barbara a été arrêtée quelques jours seulement après que Bill a perdu la vie et a été reconnue coupable presque exactement un an plus tard. Elle passera le reste de sa vie derrière les barreaux, tandis que sa famille doit apprendre à continuer sans elle ni Bill. Numéro 7. Lorsqu'un régisseur d'art de l'Oklahoma s'est d'abord rendu compte qu'il y avait quelque chose d'étrange dans un colis de tableaux qu'il avait reçu, il n'aurait jamais pu imaginer l'étrange mystère qu'il allait découvrir, ni comment cela finirait. La première fois qu'on a remarqué quelque chose d'inhabituel chez Mark Landis remonte à 2008. C'est à ce moment-là qu'il est entré au musée d'Oklahoma City et a offert au musée une aquarelle de Louis Veltade. Il n'a pas donné son vrai nom, mais a parlé de vouloir offrir une œuvre d'art au musée. C'était l'une des nombreuses histoires qu'il avait déjà racontées à plusieurs reprises auparavant. Le musée a accepté la peinture et l'a accrochée dans la galerie. Peu après, ils ont reçu un envoi contenant 5 autres tableaux. Le colis prétendait contenir des œuvres de Paul Sinac et Stanisław Lepine. Ces noms étaient relativement connus dans le monde de l'art, mais pas au point qu'il soit surprenant que quelqu'un veuille en faire don. Le régisseur Matt Leininger a fait des recherches sur l'un des tableaux et a découvert un communiqué de presse du Savannah College of Art and Design dans lequel l'université affirmait qu'un homme nommé Mark Landis avait fait don du même tableau.
Il a recherché un autre tableau et a découvert que la St. Louis University of Modern Art avait publié un communiqué de presse à propos de ce tableau. Et une fois de plus, Mark Landis en avait fait don. Leininger a commencé à creuser davantage, et au cours de son enquête, d'autres régisseurs de musées sont venus le voir avec la même histoire. Mark Landis faisait don de tableaux à des musées partout aux États-Unis. La plupart étaient attribués à des artistes du même rang, mais certains arboraient des noms connus comme Picasso. Dans certains cas, il prétendait être un prêtre jésuite ou donnait un autre nom. Mais les musées ont confirmé qu'il s'agissait du même homme. L'examen des tableaux eux-mêmes a prouvé qu'ils étaient tous des faux. Mais Landis n'était pas un maître faussaire. En surface, les tableaux étaient bien faits, les détails corrects, de bonnes copies. Mais Landis n'utilisait aucun matériel professionnel pour ses tableaux. Il réalisait des croquis censés avoir des centaines d'années sur du papier moderne et vieillissait les œuvres avec des taches de café et en ponçant les cadres. Certaines peintures présentaient des pixels et motifs, suggérant une photocopie préalable avant d'être peinte. L'affaire Mark Landis surprenait car aucun crime n'avait été commis. Il n'a jamais vendu ses contrefaçons ni demandé de déduction fiscale pour ses dons. Il a simplement fait don de ses propres œuvres à des musées qui n'ont ensuite pas fait les vérifications nécessaires sur les œuvres. Numéro 6. Les autorités ont découvert la disparition de Zoé Jou après que sa fille a été retrouvée abandonnée devant un hôpital à Sydney. Il n'a pas fallu longtemps à la police pour trouver un suspect dans sa disparition, mais l'histoire, telle qu'on lui a racontée, n'était pas celle à laquelle on s'attendait. Zoé était une jeune experte en informatique vivant à Sydney en novembre 2003. Elle a été vue pour la dernière fois sur des images de vidéosurveillance marchant avec un homme d'âge moyen et poussant son enfant dans une poussette. Après la diffusion des images de l'homme, Michael Wallace s'est manifesté pour s'identifier. Wallace a dit être un bon ami de Zoé, mais ignorer où elle était. La police ne croyait pas à son histoire, mais il n'y avait aucune preuve qu'il ait eu quoi que ce soit à voir avec sa disparition. 4 mois plus tard, ils auraient les preuves nécessaires. Une connaissance de Wallace leur avait apporté des informations. Il avait demandé à l'homme de l'aider à se débarrasser de la voiture de Zoé et voulait maintenant déplacer ses restes. Selon l'informateur, Wallace avait ôté la vie à Zoé le 19 novembre, puis avait abandonné son corps dans la brousse. Il voulait désormais jeter ses restes dans l'océan pour qu'ils restent introuvables. Il a accepté le plan, mais a prévenu la police. Wallace a été piégé en transportant les restes de Zoé dans son véhicule. Pris la main dans le sac, Wallace a raconté à la police sa version des faits. Il sortait avec Zoé, mais elle était aussi en couple avec un autre homme qui était déjà marié. Wallace affirme qu'elle lui a donné de l'argent pour tuer la femme de son amant. Wallace a pris l'argent sans exécuter le contrat. Il a dit vouloir demander à l'autre homme de l'argent pour éliminer Zoé à sa place. Ce plan a changé lorsque Zoé a rompu avec Wallace. Il a dit ne rien se rappeler, mais pense avoir pris l'arme dans son sac et tiré sur Zoé alors qu'ils étaient en voiture. Une histoire choquante a attiré l'attention des médias. Au tribunal, le juge a déclaré qu'on ne pouvait pas prouver, au-delà de tout doute, que Zoé voulait ôter la vie de l'autre femme. Son amant, père de son enfant, a déclaré que lui et sa femme vivaient une relation libre. Il a qualifié Zoé de femme bien et a dit que Wallace essayait de salir sa mémoire alors qu'elle n'était pas là pour se défendre. Wallace a été reconnu coupable d'avoir ôté la vie à Zoé et condamné à 20 ans de prison de haute sécurité. Mais il a ensuite été libéré en 2019 après seulement 15 ans. Numéro 5. En mai 2016, le FBI et la police locale ont informé Amy Allwine et son mari que quelqu'un essayait de faire tuer Amy. Quelques mois après, son mari a retrouvé son corps. L'enquête sur ce crime allait révéler un complot étrange et tordu. Amy et Stephen Allwine semblaient être un couple aimant, faisant partie d'une communauté religieuse soudée à Cottage Grove dans le Minnesota. Amy travaillait comme dresseuse de chiens et rien ne semblait indiquer que quelqu'un veuille lui faire du mal. L'arrivée du FBI au domicile familial pour révéler ce qu'il avait découvert a donc été un choc. Quelqu'un avait accédé à un site du dark web appartenant à un groupe se faisant appeler la Beza Mafia. Ce groupe acceptait des paiements en bitcoin en échange de l'élimination d'une cible désignée. L'utilisateur se faisait appeler Dog Day God et il voulait que le groupe élimine Amy. Selon le client, Amy avait eu une liaison avec le mari de Dog Day God, ce qui l'avait poussé à la quitter. Elle volait aussi des clients à l'entreprise de dressage de chiens de l'utilisateur. Amy ignorait totalement l'identité du demandeur. Elle n'avait jamais fait quoi que ce soit de semblable à ce qui était décrit. Stephen pensait qu'on avait confondu sa femme avec une autre,
Mais cela n'expliquait pas l'envoi de la photo d'Amy au tueur à gages. Le FBI a recommandé au couple de renforcer leur sécurité. Le harcèlement a pourtant continué. Quelqu'un du nom de Jane a envoyé des emails menaçant à Amy, lui disant de se faire du mal ou que de mauvaises choses arriveraient à son fils. Aucun signe de danger physique n'a été constaté, et le site Bezamafia semblait n'être qu'une arnaque. Mais cela ne changeait rien au fait que quelqu'un voulait la mort d'Amy. Le 13 novembre 2016, Steven est rentré chez lui après avoir fait des courses avec son fils et a découvert le corps d'Amy. L'arme qui l'a tué était près de sa main gauche, donnant d'abord l'impression d'un suicide. Mais il n'a pas fallu longtemps à la police pour se rendre compte que ce n'était pas le cas. Amy était droitière et ses mains ne présentaient aucun résidu, indiquant qu'elle ne tenait pas l'arme lors de son utilisation. Des taches sur le sol indiquaient que son corps avait été déplacé avant son décès. Et la police a estimé l'heure du crime à 15 heures, avant que Stephen ne quitte la maison. La police a examiné de plus près les activités de Stephen dans les mois précédant le décès d'Amy. Les données informatiques ont montré que les actions sur les appareils de Stephen correspondaient exactement aux interactions de Doug Daygod avec la Bezamafia. Cela incluait le téléchargement de la photo d'Amy juste avant son envoi au criminel et la copie des détails du portefeuille Bitcoin utilisé. Stephen a été arrêté mais a plaidé non coupable. Il a été reconnu coupable et condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle. Numéro 4. L'affaire de Rudolf Rupp est l'une des affaires les plus étranges d'erreurs judiciaires. 20 ans après la condamnation initiale, la vérité sur ce qui s'est passé reste un mystère. Rudolf Rupp était un agriculteur de 52 ans, originaire de Haute-Bavière, en Allemagne, qui a disparu aux premières heures du 13 octobre 2001. Il avait passé la journée à boire dans un bar près de chez lui et était ivre en partant. Lorsque le matin est arrivé et que Rudolf Rupp n'était toujours pas rentré chez lui, sa famille a commencé à s'inquiéter. Sa femme Hermine a appelé le bar pour demander s'il savait où il était, mais ils ont seulement répondu qu'il conduisait lui-même en partant. Rudolf Rupp a été déclaré disparu plus tard et une recherche lancée. Au début, la police a envisagé un accident de voiture sur le trajet du retour, mais aucun signe n'a été trouvé sur la route et les recherches dans l'eau sont restées vaines. Au cours des années suivantes, la police a mené des recherches pour retrouver Rudolf Rupp ou sa Mercedes, mais toutes se sont révélées infructueuses. Entre-temps, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles la famille de Rudolf Rupp serait responsable de sa disparition. 2 ans après sa disparition, sa femme et ses 2 filles ont été convoquées pour être interrogées, ainsi que Mathias, le petit ami de l'une des filles. Après un long et éprouvant processus, les 4 ont avoué. Mais à mesure que la police insistait, l'histoire a plusieurs fois changé. Au départ, ils ont dit que Rupp avait été poussé dans les escaliers après une dispute et était mort. Plus tard, l'histoire devint celle d'une embuscade de Mathias dans le couloir d'entrée. Ils se sont ensuite débarrassés de lui en le donnant à manger aux animaux de la ferme. Il n'y avait aucune preuve ADN pour étayer cette histoire nulle part dans la maison, mais la police a soutenu qu'il était tout de même possible qu'un crime violent ait eu lieu. Après avoir consulté un avocat, les 4 suspects sont tous revenus sur leurs aveux, mais le procès a tout de même eu lieu. Ils ont été déclarés coupables sans preuve. Les filles de Rupp n'ont passé que 2 ans en prison, mais leur mère et Mathias ont été condamnés à 8 ans et demi. En 2009, 4 ans après la condamnation, des ouvriers draguant le Danube près de Burgheim ont découvert 2 voitures qui se trouvaient dans l'eau. L'une d'elles a été reconnue comme la Mercedes de Rupp. Non seulement c'était sa voiture, mais son corps se trouvait encore à l'intérieur. L'eau froide avait préservé ses restes et il n'a pas été possible de déterminer exactement comment il était décédé. Mais il était clair que les actes violents décrits dans les aveux n'avaient pas eu lieu. Un nouveau procès a été ordonné en 2010 et à ce moment-là, Hermine et Mathias avaient été libérés de prison après avoir purgé les 2 tiers de leur peine. Le procès visait à laver leur honneur, mais après avoir entendu les preuves, le juge restait persuadé qu'un membre de la famille Rupp avait sans doute tué Rudolf. Mais comme ils ne pouvaient pas déterminer qui, ils ont tous été acquittés du crime et la vérité sur sa mort reste inconnue. Numéro 3. L'affaire de William Wood est l'une de celles que même le juge-président a qualifiée d'étrange et d'unique. C'était une affaire de vol d'identité pas comme les autres, qui a privé un homme de son identité pendant des décennies. À la fin des années 80, William Wood travaillait dans un stand de hot-dog à Albuquerque, Nouveau-Mexique. À ses côtés travaillait Matthew Kierans. Tous 2 étaient sans abri à l'époque, mais pour une raison quelconque, Kierans a décidé de voler le portefeuille de Wood et d'utiliser son numéro de sécurité sociale pour obtenir un permis de conduire.
Les deux hommes ne se sont pas connus longtemps, puis ils ont vite pris des chemins séparés. Kearns a pourtant continué à utiliser l'identité de Wood, contractant carte de crédit, prêt et étant arrêté pour quelques délits mineurs sous ce nom. Avec le temps, ce nouveau William Wood a su réorganiser sa vie. En 1994, il s'est marié sous le nom de William Wood et le couple a eu un enfant. Il a commencé une carrière réussie dans l'informatique et a fini par travailler à l'université de l'Iowa. En 2019, il était un membre respecté de la communauté et semblait avoir laissé derrière lui sa vie criminelle passée. Mais à ce moment, son passé l'a rattrapé. Le vrai Wood n'avait pas eu cette chance. Il enchaînait les emplois et restait sans abri. Avec le temps, il a découvert des cartes de crédit ouvertes à son nom et a tenté sans succès de les annuler. En 2019, il s'est rendu dans une banque en Californie pour essayer de fermer un compte à son nom. Cependant, il n'a pas pu répondre aux questions de sécurité. Et lorsque la banque a appelé le Wood qu'ils avaient dans leur dossier, celui-ci leur a dit que personne en Californie n'avait l'autorisation d'accéder à son compte bancaire. La banque a contacté la police de Los Angeles qui a arrêté Wood. Il a essayé d'expliquer que son identité avait été volée, mais Matthew Kearns a témoigné qu'il mentait. Kearns a affirmé être le vrai Matthew Wood et que l'autre homme tentait de lui voler son identité. Kearns étant plus respecté, le juge le croyait plus facilement. Le véritable Wood a été jugé mentalement inapte à comparaître et a été placé en hôpital psychiatrique. Il a finalement accepté un plaidoyer de non-contestation pour usurpation d'identité et a passé 428 jours en prison et 147 jours dans un hôpital psychiatrique. Libéré, il a continué à se battre pour retrouver son identité. Il a contacté l'université de l'Iowa, où travaillait Kearns, et là, un policier a décidé de prendre l'affaire en main. Au départ, il voulait prouver que son collègue était le vrai Wood et clore définitivement l'affaire. Plus il explorait dossiers de police et certificats de naissance, plus il croyait l'histoire de Wood. Le policier a réussi à retrouver le père de Woods qui a fourni un échantillon d'ADN. En voyant la photo de Kearns, il a déclaré ne pas savoir qui c'était. Muni des preuves ADN et des petites incohérences dans l'histoire de Kearns, il a été arrêté et a finalement avoué le vol. En janvier 2025, il a été condamné à 12 ans de prison fédérale, tandis que la condamnation antérieure de Woods a été annulée. Numéro 2. Le 22 mai 2010, le père de Samur est entré dans l'appartement de son fils et a fait une découverte troublante. Le corps partiellement dévêtu d'une femme gisait sur le lit de Sam et il n'y avait aucune trace de Sam dans l'immeuble. Il n'a pas fallu longtemps à la police pour élaborer une théorie, mais celle-ci a complètement changé après un rebondissement dans l'affaire. Sam avait 26 ans au moment du crime. Il étudiait à l'Orange Coast College et vivait à Costa Mesa, en Californie. Il restait très proche de ses parents en vivant près d'Anaheim. Le 21 mai, Sam devait voir ses parents, mais il n'est jamais venu. Au début, il pensait qu'il avait oublié ce qui était prévu et ne s'inquiétait pas. Mais le lendemain, il restait introuvable. Ses parents ont tenté de l'appeler, mais sont tombés sur sa messagerie. C'est alors que son père est allé à Costa Mesa pour voir ce qui se passait. Il a trouvé le corps sans vie d'une femme dans la chambre de Sam, grièvement blessée à la tête, partiellement dévêtue, le haut du corps sur le lit. La police a été contactée et un sac à main trouvé dans l'appartement a révélé que la femme était Julie Kibwechi. Julie, autre étudiante à l'Orange Coast College, était très proche de Sam. Tous deux ont insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune relation amoureuse entre eux, mais la scène dans l'appartement de Sam indiquait qu'il y avait une certaine forme de désir de la part de Sam. Pour la police, Sam aurait attaqué Julie après qu'elle a repoussé ses avances. Il s'est ensuite enfui des lieux, emportant son portefeuille et son passeport avec lui. En parlant aux voisins, leur récit confirmait la théorie. Le voisin Daniel Wozniak a déclaré à la police avoir vu Sam, le lendemain du crime, monter dans une voiture en disant qu'il allait chez ses parents pour quelque temps. Mais l'autopsie de Julie a apporté un rebondissement. Elle a révélé que toute la scène dans la chambre avait été mise en scène. Julie avait perdu la vie des heures avant d'être déshabillée et placée sur le lit. On avait voulu cacher le mobile du crime. La police soupçonnait toujours Sam. Grâce à son père, ils ont retracé son activité bancaire et découvert que quelqu'un retirait beaucoup d'argent à un distributeur à Long Beach. Quelqu'un avait également commandé une pizza à une adresse de Long Beach en utilisant la carte bancaire de Sam. La police a identifié et arrêté un adolescent utilisant sa carte au distributeur automatique. Il a déclaré à la police qu'une autre personne lui avait donné la carte et demandé de retirer de l'argent. Cette personne était David Wozniak. La police a reparlé à Wozniak.
D'abord, il a dit avoir aidé Sam à cacher l'agression contre Julie, mais à mesure que la police le questionnait davantage, il a fini par avouer. Il avait ôté la vie de Sam le 21 mai, puis attiré Julie chez Sam et l'avait agressée. Son mobile était purement financier. Il avait des dettes de plusieurs milliers de dollars et savait que Sam avait économisé grâce à sa solde de combat. Il n'a tué Julie que pour effacer ses traces. Wozniak a indiqué à la police où il avait laissé le corps de Sam et l'histoire a été confirmée. Il a été reconnu coupable et condamné à la peine capitale. Numéro 1. Quand la police a d'abord répondu à l'appel au domicile de Christine Banfield, l'affaire semblait relativement simple. En y regardant de plus près, il était évident que rien n'était comme il semblait. Christine Banfield vivait à Herndon, en Virginie, avec son mari Brendan et leur jeune fille. Ils avaient aussi une jeune fille au pair, une Brésilienne nommée Juliana Magalhães. Tout semblait aller bien en apparence, donc les événements du 24 février 2023 étaient complètement inattendus. La police a été appelée à la résidence Banfield après une violente intrusion par effraction. Magalhães a retrouvé dehors les policiers intervenus sur place et leur a expliqué ce qui s'était passé. Elle avait vu une voiture inconnue s'arrêter devant l'appartement alors qu'elle préparait la fille des Banfield pour un voyage. Elle a appelé Brendan pour qu'il rentre à la maison et ils sont entrés pour trouver un homme que ni l'un ni l'autre ne connaissait dans la chambre principale. L'homme attaquait Christine, alors Brendan lui a tiré dessus avant de tenter de soigner sa femme. Quand elle l'a vu bouger, Magalhães a également tiré sur lui ôtant la vie. Christine a succombé à plusieurs blessures infligées par un objet tranchant. Au départ, cela semblait être un cambriolage qui avait mal tourné. La police a ensuite identifié l'homme mystérieux. C'était Joseph Ryan, apparemment invité dans la maison par Christine. Joseph a utilisé le téléphone de Christine pour envoyer des messages à quelqu'un sur un site explicite. L'utilisateur a invité Joseph à venir réaliser un fantasme. Si cette histoire était vraie, Joseph avait décidé d'aller à l'encontre de ce qu'ils avaient convenu et avait tenté de prendre la vie de Christine. Au fur et à mesure que les policiers examinaient davantage le passé de Joseph, cela semblait de moins en moins probable. En consultant les messages du site, il ne semblait pas venir de Christine. La police a commencé à soupçonner autre chose. Des mois plus tard, une fouille à la résidence Banfield a montré que Magalhães occupait la chambre principale et que les photos de Christine avaient été remplacées par des photos d'elle et de Brendan. Magalhães a été arrêtée et a finalement avoué la vérité. Elle entretenait une liaison avec Brendan depuis des mois. Brendan voulait quitter sa femme sans partager la garde de leur enfant ni perdre d'argent. Le couple a élaboré un plan pour se débarrasser de Christine. Ils ont usurpé son identité pour organiser la rencontre avec Joseph et lui ont demandé d'apporter une arme blanche. Et lorsque Joseph est arrivé à la maison, Brendan a ouvert le feu sur lui, puis il a utilisé l'arme que Joseph avait apportée pour attaquer Christine. Brendan a continué de clamer son innocence, mais Magalhães a témoigné dans l'affaire et il a finalement été reconnu coupable. Et il a été condamné à la prison à vie, tandis que Magalhães a écopé d'une peine de 10 ans. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Top 5 Unknowns et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.